Le 7 mai 1945, le général Alfred Jodl signa la reddition totale et inconditionnelle de l'Allemagne. Les armes se taisaient, la guerre finissait. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons les événements après la reddition nazie. 8 mai Londres, 15h. La voix de Winston Churchill résonna à la radio, et il semblait que toute la Grande-Bretagne s'était arrêtée pour écouter. On estime que près de 90% des 48 millions d'habitants du pays étaient à l'écoute. À l'annonce de la fin de la guerre, un immense soulagement s'est ressenti. Le soir, un demi-million de personnes se sont réunies dans le centre de Londres. Ils ont envahi Trafalgar Square et The Mall en criant et chantant. Les pubs, après des années de rationnement, ont ouvert leurs comptoirs quelques heures plus tard. La plupart d'entre eux étaient complètement à court d'alcool. Pour aider à la fête, le gouvernement a offert à chacun une petite surprise, des rations supplémentaires. Chacun a reçu 2 livres de sucre et 4 onces de thé en plus pour célébrer. Partout, les gens utilisaient le bois de leurs maisons bombardées pour de grands feux de joie. 2200 tonnes de bois de récupération ont brûlé. 8 mai, Paris, 16h. À Paris, l'ambiance était électrique. La ville, qui avait passé tant de temps sous la botte nazie, respirait à nouveau l'air de la liberté. D'énormes canons longue portée ont tiré depuis Montmartre, emplissant la ville du bruit de la victoire. Mais à des centaines de kilomètres, en Algérie sous contrôle français, les célébrations ont viré au cauchemar. À Sétif, les Algériens pensaient que la chute de l'Allemagne nazie signifiait leur liberté. Ils ont défilé pour l'indépendance, mais tout a vite dégénéré. Selon le rapport officiel, les forces françaises ont tiré sur les manifestants, faisant 19 morts. Des estimations ultérieures évoquent 100 à 150 victimes dans la rue. Cela a entraîné une répression brutale où des milliers de personnes ont été tuées par des soldats français, avec des estimations de 6 000 à 45 000 morts dans les semaines suivantes. Alors que Paris célébrait la liberté, la future guerre d'indépendance coloniale se préparait. 9 mai Moscou, 00h16. Staline s'est adressé à son peuple. Sa voix a atteint 100 millions d'auditeurs. Le soulagement était immense. Pour célébrer la victoire, la ville a tiré 1000 coups de canon en 30 vagues. La place rouge était envahie par 25 millions de personnes, une foule en pleurs et en rires. La fête était si intense que la ville aurait bu 316 millions de pintes de vodka cette nuit-là, asséchant littéralement la capitale. Les Allemands ont dû signer à nouveau dans les ruines de Berlin. Juste après minuit, le 9 mai, le maréchal Keitel a signé devant le maréchal soviétique Zhukov. Mais pour les soldats allemands, la fin de la guerre n'était que le début de leur punition. En 2 jours, 320 000 soldats allemands ont été rassemblés et emmenés vers l'Est en captivité. Les soldats soviétiques se sont livrés à une vague de pillage. On estime qu'ils ont volé entre 1,2 et 3 millions de montres bracelets aux Allemands, les considérant comme des trophées d'une guerre qui leur avait tout coûté. 9 mai, Prague, 4 heures du matin. Alors que le reste du monde sabrait le champagne, les rues de Prague brûlaient encore. Une force massive de soldats allemands, connue sous le nom de groupe d'armées centre, a décidé d'ignorer les ordres de reddition. Ils refusaient d'abandonner. Près de 30 000 soldats fanatiques de la Waffen-SS combattaient encore les citoyens tchèques et l'armée rouge. Le combat au corps à corps donnait l'impression d'une guerre toujours intense. Entre le 8 et le 11 mai, environ 5 000 soldats allemands et 2 000 combattants tchèques sont morts. Le commandant allemand Schörner, conscient du danger face aux soviétiques, ordonna une retraite vers l'ouest pour rejoindre les lignes américaines, espérant y être mieux traité. Course chaotique. 280 000 soldats allemands ont rejoint les Américains et se sont sauvés, mais 600 000 n'ont pas eu cette chance. Capturés par les soviétiques, ils disparurent dans des camps de travail, dont beaucoup ne revinrent jamais. 9 mai, Guernesey, 7h14 du matin. Les îles anglo-normandes étaient le seul territoire britannique occupé par les nazis pendant 5 ans, les habitants vivant sous domination allemande. Lors de la reddition, les îles étaient isolées de tout ravitaillement. Quelques 15 000 soldats allemands se sont rendus le 9 mai à bord du His Majesty's Ship Bulldog près de Guernesey. La vraie histoire, ce n'était pas les soldats, mais la faim. Les habitants des îles survivaient avec 900 calories par jour jusqu'à l'arrivée des navires de ravitaillement. Cela a apporté mieux que de l'or, pain blanc, farine, chocolat. Des témoins ont vu des hommes pleurer sur les quais en découvrant de la vraie nourriture. Ils avaient survécu à l'occupation, mais ils avaient failli perdre la bataille contre la famine. Ce fut le premier moment où ils ont vraiment ressenti que la guerre était terminée. 10 mai. Washington, district de Columbia 9 heures. En Amérique, aucun jour férié national n'a été instauré. Contrairement à l'Europe, les usines fonctionnaient sans interruption, assurant la production d'armes et de fournitures.
Le gouvernement savait que célébrer trop tôt était risqué car un ennemi puissant persistait pour les soldats. C'était une période troublante. Il y avait encore 53 soldats américains en Europe. Au lieu de rentrer chez eux immédiatement, ils se sont mis à faire des calculs. L'armée a introduit un système de points. Les points dépendaient de la durée de service, des médailles ou des enfants. Assez de points permettaient de rentrer auprès de votre famille. Survivre aux nazis signifiait souvent, pour des milliers d'hommes, partir combattre les Japonais dans le Pacifique, comme un billet pour une nouvelle guerre. 10 mai. Oslo, 14 h. En Norvège et au Danemark, la fin de la guerre a apporté un mélange de justice et de travail extrêmement dangereux. En Norvège, le chef pro-nazi Vidkun Quisling s'est rendu le 9 mai mettant fin à son règne. Mais les Allemands avaient laissé un cadeau d'adieu mortel. 450 000 mines enfouies sur la côte. Les Alliés emploient 380 piles prisonniers allemands pour nettoyer ce chaos. C'était un travail terrifiant. Les hommes ayant posé les mines devaient maintenant les retirer. Environ 250 000 soldats allemands se sont rendus aux Britanniques au Danemark. Le maréchal Montgomery. Copenhague a explosé de joie. 400 000 personnes ont envahi les rues pour célébrer, mais sous la fête, il y avait une soif de vengeance. La résistance danoise n'attendait ni tribunaux ni juges. Rapidement, ils ont mené des purges légales et exécuté 38 personnes ayant aidé les nazis. C'était un rappel brutal que 5 années de colère ne disparaissent pas simplement parce qu'un traité a été signé. 15 mai. Leibourg, Autriche, 16 h. Un immense groupe d'environ 50 000 à 70 000 personnes, principalement des Croates, des Slovènes et des Serbes, qui détestèrent le communisme, ont fui leur foyer. Ils se sont réfugiés en Autriche, espérant que l'armée britannique les protégerait des partisans de Tito qui contrôlèrent la Yougoslavie. Ils avaient tort. En raison des accords conclus entre les dirigeants lors de la conférence de Yalta, les Britanniques ont refusé de les garder. Au lieu de cela, les soldats britanniques ont forcé ces familles terrifiées à repasser la frontière, directement entre les mains de leurs ennemis. Ce qui s'est passé ensuite fut un massacre. La plupart des personnes livrées ont soit été abattues immédiatement, soit forcées à participer à des marches de la mort où elles sont mortes d'épuisement et de faim. On estime que 45 000 à 100 000 personnes sont mortes en quelques semaines, faisant de cet événement l'une des pages les plus sombres après la guerre. 16 mai Europe centrale, 12 h. L'Europe était inondée de personnes qui n'avaient plus de foyer où retourner. À la mi-mai, les Alliés dénombraient 118 millions de personnes déplacées. Personnes déplacées. Les chiffres étaient stupéfiants. 65 millions de Soviétiques, près de 2 millions de Français, 1 million de Polonais et 220 000 survivants juifs de l'Holocauste. C'était une catastrophe humanitaire. Les Alliés ont renvoyé environ 16 millions de personnes chez elles en mai. Mais pour certains, ce retour était risqué. C'était surtout vrai pour les Soviétiques rapatriés en Union des républiques socialistes soviétiques. Ils n'étaient pas vus comme des héros, car Staline se méfiait de ceux ayant séjourné en Occident. Ils devaient passer par des camps de filtration dirigés par la police secrète ou le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Parmi les revenants, près de 110 000 ont été arrêtés immédiatement et 19 000 exécutés ou morts dans le mois suivant. Pour ces personnes, la libération des nazis a simplement mené directement au goulag de leur pays. 23 mai, Flensbourg, Allemagne, 9h45. Pendant quelques semaines après la mort d'Hitler, un étrange petit gouvernement avait tenté de continuer à fonctionner dans la ville de Flensbourg, dirigé par l'amiral Dönitz. Ils agissaient comme s'ils dirigeaient toujours l'Allemagne, alors qu'ils ne contrôlaient que quelques bâtiments. Le 23 mai au matin, les Britanniques mirent fin à cette mascarade. Des parachutistes arrêtèrent Dönitz. Avec d'autres hauts dignitaires nazis comme Albert Speer et Alfred Jodl, ils furent privés de leurs médailles et traités en criminels. Ce soir-là, à 18 h, un message radio annonça la dissolution officielle de l'État allemand. Le Troisième Reich, promis par Hitler pour 1000 ans, ne s'est pas achevé dans le fracas ni par une résistance glorieuse. Il s'est achevé avec des hommes épuisés, menottés et embarqués dans un camion. 5 juin, Berlin, 18 h. En juin, l'occupation s'est installée. Eisenhower, Zhukov, Montgomery et Delattre se sont réunis pour signer la déclaration de Berlin. Ce document a officiellement divisé l'Allemagne en 4 zones. Les Soviétiques dirigeaient 184 millions de personnes, les Britanniques 223 millions, les Américains 173 millions, et les Français contrôlaient une zone plus petite de 59 millions. La partie la plus délicate était Berlin, située à 160 km dans la zone soviétique. Mais étant la capitale, la ville fut aussi divisée en 4 secteurs. Cela a créé une minuscule île de contrôle occidentale au milieu d'une mer soviétique. À l'époque, cela semblait être une manière équitable de partager la responsabilité. En fait,
Il venait de créer le point de tension le plus dangereux de la future guerre froide, assurant que Berlin resterait au centre des tensions pour des décennies. 8 juin, Tokyo, 10h du matin. À Tokyo, le cabinet de guerre observait la ruine de l'Allemagne et en tirait la mauvaise conclusion. La conférence impériale a choisi une politique de mourir avec honneur. Ils refusaient la reddition et comptaient se battre jusqu'au bout. Ils avaient encore une force massive. Plus de 23 millions de soldats et 28 millions de civils armés de lances en bambou, prêts à se battre pour survivre. Ils avaient également des milliers d'avions prêts à s'écraser sur les navires américains. Le 26 juillet, les Alliés publient la déclaration de Potsdam, exigeant la reddition inconditionnelle du Japon sous menace de destruction totale. Le premier ministre japonais Suzuki a employé mokusatsu, pouvant signifier pas de commentaires. Les Alliés l'ont traduit par ignorer ou mépriser en silence. Cette traduction fut peut-être l'erreur la plus meurtrière de l'histoire. 6 août, Hiroshima, 8h15. 90 jours après la fin de la guerre en Europe, le bombardier B-29 Enola Gay a survolé Hiroshima à 8h15. Les gens commencèrent leur journée de travail, les tramways circulaient et les enfants étaient dehors. Puis une bombe appelée Little Boy est tombée de l'avion et a explosé à 580 mètres au-dessus de la ville. En un instant, une chaleur plus intense que celle du soleil a vaporisé ou écrasé jusqu'à 80 000 personnes, une réalité terrifiante. La guerre en Europe était finie depuis 3 mois, mais la journée la plus meurtrière du conflit venait seulement d'avoir lieu. L'ère atomique avait commencé, et elle a débuté par l'effacement d'une ville entière en un clin d'œil. 9 août, Nagasaki, 11h02. La fin arriva vite. L'Union soviétique déclara la guerre au Japon, rompant leur pacte de neutralité. Près de 16 millions de soldats de l'armée rouge ont envahi la Mandchourie japonaise, écrasant l'armée ennemie. Le Japon était coincé entre la menace nucléaire américaine et l'invasion soviétique. Ensuite, les États-Unis ont largué la deuxième bombe atomique, Fat Man, sur Nagasaki, tuant instantanément 74 000 personnes supplémentaires. 12 août, Tokyo, 12h. Alors que l'Europe célébrait la victoire, le théâtre du Pacifique sombrait dans la folie totale. Les combats s'intensifiaient, faisant encore 125 millions de victimes parmi les soldats et les civils japonais. Cela incluait les bombardements incendiaires et la destruction atomique d'Hiroshima et Nagasaki. Ensuite, l'empereur Hirohito fit quelque chose d'inédit. Il parla à la radio et dit à son peuple d'endurer l'insupportable et d'accepter la défaite. La Seconde Guerre mondiale s'acheva officiellement 99 jours après la reddition de l'Allemagne. Allez maintenant regarder Soldat qui a continué à se battre pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il ne savait pas qu'elle était terminée, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.